Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Bonjour Jean-Édouard. Bonjour Corentin, comment allez-vous ? Très bien, très bien. Bon, nos auditeurs vous connaissent très bien. Hein. Vous êtes un pilier de Radio Courtoisie. Presque aussi présent que vous, effectivement. Et donc aujourd'hui, vous êtes un spécialiste de la science-fiction et ce qu'on appelle aussi de la fantaisie médiévale, c'est ça en français. Et aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de ce livre, Les Cantos d'Hyperion de Dan Simmons, des éditions Pocket. Oui, tout à fait. Alors, Dan Simmons, c'est un écrivain américain. Bon, il est né en 1948, il est plutôt jeune, 75 ans maintenant. Et puis, écoutez, il a commencé sa carrière en tant qu'enseignant et puis il s'est lancé finalement dans la carrière d'écriture, ce qu'on lui sait gré. Et alors, il a écrit notamment un cycle de bouquins qui s'appelle Les Cantos d'Hyperion. Ça lui a pris 10 ans, 1989 à 1999. Mais bon, il a quand même reçu le prix Hugo et 2 fois le prix Locus du meilleur roman de SF, de science-fiction. Oui, donc c'est écrit en 89. De 89 à 99. Ok, donc il y a plusieurs tomes. Oui, tout à fait. C'est une tétralogie, Hyperion. Il y a 4 romans. Hyperion, La chute d'Hyperion, Endymion, L'éveil d'Endymion. Ah, on dit une tétralogie, je ne savais pas. Donc une tétralogie. Alors pourquoi vous voulez en parler spécialement Parce qu'en fait, il est question d'humanisme, de transhumanisme plutôt. Il est question de l'homme en tant que démiurge. Il est question d'intelligence artificielle. Il est question de nature et de place de l'homme dans l'univers. Et je pense que toutes ces questions sont d'actualité aujourd'hui. Donc c'est un livre prophétique, c'est de la science-fiction comme prophétie, donc comme dystopie. C'est-à-dire qu'on exagère un petit peu un trait, et puis après on se rend compte 30 ans plus tard que c'était pas si dystopique que ça. Exactement. Alors en fait, c'est à la fois dystopique et utopique. C'est ça qui est intéressant dans ce contexte. C'est un peu dans l'esprit d'un conte philosophique, si vous voulez. On vous décrit une situation qui a ses bons côtés, ses mauvais côtés, et finalement on arrive à une solution qui serait idéale. Donc ce livre, Les Cantos d'Hyperion de Dan Simmons aux éditions Pocket. Alors quelle est l'intrigue de cette tétralogie Hyperion, La chute d'Hyperion, Endymion et L'éveil d'Endymion? Eh bien, mon cher Corentin, on va déjà commencer par placer peu l'univers. Nous sommes au XXVIIIe siècle, et les humains ont quitté la Terre à cause d'un accident qui a été causé par les intelligences artificielles. Alors, 2 chemins sont pris par l'humanité. Il y a les gens comme vous et moi, en fait, les humains lambda, normaux, qui sont partis coloniser des planètes, environ 200. Ils ont créé une confédération qui s'appelle le RETS, ou l'hégémonie. Et en fait, ils ont terraformé les planètes. C'est-à-dire, ils ont adapté les environnements à eux. D'accord ? Et cette civilisation ne peut fonctionner que par une technologie qui a été apportée par les IA, qui s'appelle le transport distran. C'est-à-dire qu'en fait, ça replie l'espace-temps. Et on peut se déplacer d'un endroit à un autre par un portail, en fait. D'où la suprême dimension. Et ça fonctionne à travers une dimension, effectivement, qui s'appelle le vide qui lie. Voilà. Alors, voilà, chaque planète a sa spécificité. Alors, par exemple, il y a une planète qui est un océan complet qui s'appelle Mare Infinitus. Il y a une planète qui est un petit paradis, un petit bijou qui s'appelle Alliance Maui. Il y a une planète qui s'appelle le Bosquet de Dieu. C'est la planète des Templiers, dont on parlera peut-être plus tard dans cette chronique, si nous en avons le temps. Et cette planète, donc, comme vous l'avez compris, c'est une forêt. Et elle abrite, en fait, toutes les espèces sentientes que les humains ont pu rencontrer dans la galaxie, et qu'ils ont été obligés de déplacer pour terraformer les planètes, en fait. Voilà. Et donc, chaque planète a sa spécificité, vous expliquez, et donc il y a bien des humains là-dedans. Oui, bien sûr. Les humains colonisent les planètes, les terraforment, et donc, mais chaque planète, évidemment, a sa petite touche personnelle, dirons-nous. Mais il y a la planète Hyperion qui, elle, est unique. Ça nous rappellera Dune, par exemple, qui était également unique dans l'univers connu. Donc ça, c'est le premier chemin pris par l'humanité. Il y a un autre chemin pris par l'humanité, c'est celui des extros, qu'on appelle les extros. Et eux, en fait, ils ont rejeté la technologie des intelligences artificielles et ils sont partis dans ce qu'on appelle des vaisseaux ruches. En fait, ce sont des nomades de l'espace.
D'accord. Et eux, en fait, ils ont choisi de s'adapter à leur environnement plutôt que d'adapter l'environnement à eux. Oui, donc c'est un autre concept, une autre façon d'appréhender l'avenir et l'univers. Et eux, ils sont considérés comme des barbares. Comme des barbares par les gens de l'hégémonie et du Retz, parce qu'en fait, on en sait très peu sur eux, et les rares fois où on les rencontre, ça se termine dans le sang. Et généralement, c'est les extros qui gagnent. Donc il y a les civilisés qui ont des technologies avancées, et puis il y a les extros qui sont considérés comme des barbares parce qu'ils s'adaptent à leur C'est ça, ils sont modifiés génétiquement pour pouvoir survivre dans l'espace, pour pouvoir survivre sur des petits astéroïdes, des petites comètes, etc. Ils se modifient en fait. Et au milieu de tout ça, il y a la planète Hyperion. Et au milieu de tout ça, il y a la planète Hyperion. Alors elle est unique dans la galaxie parce qu'elle abrite ce qu'on appelle les tombeaux du temps. Et les tombeaux du temps, ils sont donc fermés et ils se déplacent à rebours dans le temps. Ils sont entourés de ce qu'on appelle un champ ananthropique, avec des marées temporelles, et on ne sait pas du tout de quelle époque ils viennent, et on ne sait pas quand et on prévoit à peu près le moment où ils vont s'ouvrir. Alors ça suscite beaucoup de convoitises parce que c'est un grand mystère, et l'hégémonie a peur que les extros attaquent la planète Hyperion pour prendre possession des tombeaux au moment de leur ouverture. Du coup, elle prend conseil auprès du technocentre, des intelligences artificielles, qui disent qu'il faut envoyer 7 pèlerins, d'accord, pour se rendre sur la planète Hyperion avant l'ouverture des tombeaux. Et ces pèlerins, en fait, devront... Il y en aura un qui va survivre et qui devra demander à une créature qui s'appelle le Gritch, qui est un gros croque-mitaine et qui tourne qui vit autour des tombeaux du temps. C'est une créature métallique qui est couverte de lames, qui tue et qui torture, qui est atroce. Et on ne sait pas trop ce que c'est que cette créature d'ailleurs, au début bien sûr. Et en fait, il prévoit qu'ils vont négocier, qu'un pourra négocier avec le Gritch pour obtenir qu'il empêche l'ouverture des tombeaux du temps. Donc ces 7 pèlerins vont partir, chacun a sa motivation propre, bien sûr, qui est différente de la mission originale, et parmi eux se cache un traître. Parmi les 7. Parmi les 7. Ah oui, donc il y a un côté et ils le savent. biblique, christique. Exactement, et ils le savent. Donc, alors quels sont ces 7 pèlerins ? Alors il y a Martin Silenus, qui est le poète et qui est le dernier survivant de la Terre. Il y a le consul. Il y a Braun Lamia, qui est un détective privé. Il y a le père Lennart Hoyt, qui est un prêtre catholique. Il y a Fedman Kassad, le colonel, qui est un soldat, donc. Il y a Hetmastin, qui est un templier, dont je vous ai parlé tout à l'heure, un écologiste. C'est des gens qui voyagent dans des vaisseaux arbres. C'est assez intéressant comme structure. Et il y a Sol Weintraub, qui est un lettré, un universitaire. Alors, quelle est la construction de la narration de les cantos d'Hyperion ? Et pourquoi ça s'appelle les cantos ? Parce qu'en fait, justement, ça fait référence aux cantos du poète Martin Silenus, qu'on retrouve de temps en temps dans les livres. Et c'est comment dire, ce qui est intéressant effectivement dans ces cantos d'Hyperion, c'est que le fil conducteur des romans, c'est un peu la poésie en fait, avec des évocations du poète romantique John Keats, ou justement les cantos du poète Martin Silenus. Alors la construction de la narration, oui, pour en revenir à notre propos précédent, dans le cycle d'Hyperion, c'est-à-dire Hyperion et la chute d'Hyperion, chaque pèlerin raconte son histoire durant le trajet et une fois sur la planète Hyperion. Dans le cycle d'Endymion, en fait, c'est le protagoniste qui nous raconte les événements. Donc c'est un retour en arrière. Jusqu'au dénouement, en fait. Le seul moment où on est dans le présent, et puis après on peut éventuellement parler du futur, c'est la fin de l'éveil d'Endymion. D'accord. Voilà. Et donc Endymion, c'est quoi la différence entre Hyperion et Endymion pour nos auditeurs, et puis pour moi aussi? Mythiquement, Hyperion, c'était un titan. Oui. Il faisait partie des 6 titans qui ont renversé Ouranos à la demande de Gaïa. Et Endymion, c'était soit le fils de Zeus, soit un mortel, mais très très beau en fait, et dont la déesse de la lune, enfin la déesse titan de la lune, Sélénée, est tombée amoureuse. Et en fait, elle a demandé à Zeus de lui donner la jeunesse éternelle. Mais elle le trouvait aussi tellement beau quand il dormait qu'elle lui a demandé de le maintenir en sommeil permanent.
D'accord. Voilà. Et alors, quels sont les thèmes abordés? Parce que vous avez parlé de transhumanisme, Oui, tout à fait. d'intelligence artificielle, Alors, et puis aussi de la place de l'homme dans l'environnement avec les... C'est ça. Alors bon, extros. effectivement, les thèmes abordés, on l'a évoqué, hein, la transhumanité. Par exemple, est-ce que les extros sont toujours des humains alors qu'ils se sont modifiés génétiquement? Qu'est-ce que c'est qu'être un humain? Oui. Vous voyez, est-ce que c'est la capacité de penser, par exemple? Alors, ça veut dire que les êtres sentients, les créatures sentientes que les humains ont pu rencontrer, est-ce que ça les rapproche de l'humanité? En quoi? Il y a la question de l'homme démiurge, l'homme Dieu, puisqu'en fait, finalement, l'homme a créé une vie artificielle, qui est donc les intelligences artificielles, et qui lui échappe. En fait. Et finalement, est-ce que ces intelligences artificielles sont une nouvelle étape dans l'évolution, puisque c'est du minéral, c'est le retour la revanche du minéral sur le biologique. Est-ce que les humains vont pouvoir collaborer avec ces intelligences artificielles? Vont-ils être dépassés par ces intelligences artificielles? C'est tout le côté démiurge qui est important et qui est intéressant dans ce traitement des romans. Et puis, il y a le côté infosphère, réalité virtuelle. Les gens, en fait, n'ont même plus besoin d'apprendre quoi que ce soit dans l'hégémonie, dans le RETS, parce qu'en fait, ils sont connectés en permanence à ce qu'on appelle l'infosphère. C'est comme un Wikipédia géant, enfin, c'est comme si c'était un Internet, mais en réalité augmentée. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça entraîne une forme de décadence, puisque plus personne n'apprend rien, puisqu'on n'a plus besoin d'apprendre. Dès qu'on pense à quelque chose, hop, on a la réponse. Donc ça, c'est vraiment l'intelligence artificielle qu'on retrouve aujourd'hui, qui va arriver, les puces, le transhumanisme. Oui. Voilà, on y est. Enfin, on s'en approche malheureusement. Et puis, il y a le côté Teilhard de Chardin, en fait, qui revient souvent et qui est même cité plusieurs fois dans le roman. Teilhard de Chardin, oui, effectivement. Et on parle là de métaphysique, de la nature de Dieu, de la nature de l'homme, de sa place dans l'univers et de l'évolution possible de l'homme et de sa finalité. Donc il est cité dans le livre. Oui. Ok. Donc Dan Simmons est plutôt catholique ou pas forcément, pas forcément. Alors il est imprégné en tout cas par Teilhard de Chardin. En tout cas, il l'a lu. Alors vous pouvez rappeler peut-être à nos auditeurs la pensée peut-être pas la pensée de Teilhard de Chardin, mais en tout cas la place de l'homme. En tout cas, c'est la nature qui est une manifestation de Dieu sur Terre. Oui, en fait, Dieu serait une forme ce serait le tout et qui serait à un certain niveau de conscience. Et le but, enfin la volonté de Dieu, ce serait que ces parties, enfin la partie matérielle dont nous sommes en fait, puissent entrer en communication avec lui à un moment donné. Ça s'appelle le point oméga, c'est l'évolution de la matière qui arriverait à une jonction et une jonction de conscience avec Dieu. Et donc c'est vraiment un lien, une osmose avec la nature qu'on retrouve avec les extros dans les cantos d'Hyperion. Par exemple. D'accord. Donc c'est et le fil conducteur de tout ça, c'est tout de même la poésie. C'est de la science-fiction, mais c'est de la poésie. Oui, ça rappelle un peu. Il y a un petit côté Tolkien. Vous voyez, donc il y a l'épopée, la narration, il y a la présentation des personnages, l'évolution des personnages, et puis tout ça est émaillé de poésie, c'est très 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 beau en fait. Donc à lire, un côté Tolkien, c'est un peu c'est pas le Seigneur des Anneaux de la science-fiction, mais dans le style un petit peu. Voilà, c'est ça. Donc les cantos d'Hyperion, donc de Dan Simmons aux éditions Pocket. Merci beaucoup Jean-Édouard Kervidi. Comment vous avez découvert cette grâce au sein CDI durant mon adolescence au lycée. Ah d'accord. Ah bah voilà, on découvre des bons trucs au CDI. Moi je lisais les BD, je crois. Mais c'est bien aussi. Merci beaucoup Jean-Édouard. Je vous en prie.